Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. On va parler avec vous de l'actualité, de votre programme. Vous aurez un débat avec Christian Estrosi, l'ancien ministre de l'Industrie, pour savoir s'il est possible de réinstaller de l'industrie en France et donc de recréer des emplois. Mais tout de suite, donc, l'actualité. Et on a appris aujourd'hui la mort de Václav Havel, qui a été un dissident, un combattant contre l'Union soviétique. Vous l'avez connu ? Lui, non, mais la Tchécoslovaquie, pour les hommes de ma génération, a représenté beaucoup de choses, puisque les troupes du pacte de Varsovie sont entrées le 20 août 1968. Donc nous, jeunes gens, nous venions juste de vivre ce qui nous semblait être une révolution. Elle avait échoué et nous voyions échouer le socialisme à visage humain. Donc ça a été déterminant pour moi à l'époque. Et dans les images que vous avez passées toute la journée, on voit à un moment donné Václav Havel avec un personnage dont les gens ont dû oublier le nom, qui était Alexandre Dubček. C'était le dernier secrétaire général du Parti communiste et ça montrait, il avait prouvé que le socialisme était capable de puiser en lui-même un renouveau. Et là, ce Alexandre Dubček a été arrêté dès l'intervention des troupes du pacte de Varsovie. Pour ce qui concerne ma propre histoire, ça a été un événement tout à fait décisif dans mon ralliement au socialisme démocratique. Et alors, vous êtes aujourd'hui l'allié des communistes. Oui, mais les communistes français n'ont rien à voir avec tout ça. Il faut arrêter les malheureux de les charger de l'histoire de la terre entière. Ce n'est pas juste. Les communistes français n'ont jamais attenté à quelque liberté que ce soit. C'est l'inverse. Ils les ont défendus au prix de leur vie souvent. Par conséquent, je demande qu'on n'aille pas sans cesse remuer les cendres refroidies de l'Union soviétique pour accabler des hommes et des femmes qui, pour le reste, se sont totalement dévoués à leur patrie. C'est le cas des communistes français. Je suis très fier d'être leur candidat. Alors, on va quitter la grande histoire pour parler de ce qui nous arrive au quotidien. Et on est en période de vacances et il y a une grève des agents de sécurité dans les aéroports. Vous comprenez la colère de ceux qui sont confrontés à cette grève ? Ah oui, bien sûr, c'est très contrariant d'aller prendre l'avion et de ne pas pouvoir le prendre. Je pense que la direction d'Air France porte une grosse responsabilité, et la seule dans cette affaire, car il y a un préavis. Vous savez, les grèves sauvages, quand ça se produit, c'est rarissime. Donc Air France savait que ça n'allait pas. Air France était saisi par ses agents des difficultés, n'a rien fait, en espérant que, en quelque sorte, ils n'oseraient pas. Et voilà comment la dureté patronale conduit à des blocages absolus. Mais quand même, cette volonté de faire grève systématiquement au moment où il y a l'affluence des vacances, on ne peut pas faire grève à un autre moment, parce que ce sont quand même des salariés qui veulent partir en vacances et qui sont punis. Et des fois, ce sont les membres des familles de ceux qui sont en grève. C'est le paradoxe permanent de la grève. Vous exagérez en disant qu'il n'y en a que pendant les vacances, M. Mazerolle. Il y en a un peu tout le temps. C'est fréquent. Mais bien sûr que les salariés essayent de faire valoir leurs droits au moment où le rapport de force est le meilleur pour eux. Vous savez, M. Mazerolle, bien sûr que chacun a le droit de partir en vacances, que c'est très contrariant d'en être empêché, mais vous savez aussi que c'est très contrariant d'être un salarié mal payé, maltraité. Là, vous faites un peu du centrisme. Vous êtes de quel côté ? De quel côté? Mais moi, du côté des grévistes ou du côté de ceux qui partent en vacances? Par principe, je suis solidaire de ceux qui luttent, risquent leur paye et leur place. Mais je suis comme tout le monde. Quand je prends l'avion, j'aime pouvoir partir. Et je suis comme tout le monde. Donc je m'énerve quand je ne peux pas partir. Mais j'ai une raison aussi. Je n'ai pas que des nerfs. La raison commande de comprendre pourquoi des gens ne se mettent pas en grève par plaisir. Ça va leur coûter. Ils vont perdre des jours de paye. Nous sommes à quelques jours de Noël. Ça va être dur pour eux aussi. Pensez-y. Thierry Mariani, qui est le ministre des Transports, souhaite que vienne très vite au Parlement un débat sur une proposition d'un député UMP, M. Diard, qui souhaite que, comme dans les transports terrestres, les salariés de l'aéronautique et des transports aériens soient obligés de déclarer 48 heures à l'avance à titre individuel s'ils comptent s'engager dans une grève ou pas. Je ne suis pas étonné. Chaque jour, ces gens ont une idée réactionnaire de plus. Donc il y a un droit de grève dans notre pays. Il est dans la Constitution. Alors on peut estimer que nous, on n'aime pas la grève, on ne veut pas les voir. On peut aussi supprimer les élections parce que c'est très encombrant pour les pouvoirs en place. J'exagère à peine. Le droit de grève est-il, oui ou non, un droit constitutionnel? Là, qu'est-ce qu'on demande aux gens? D'aller écrire leur nom sur une feuille 48 heures avant d'entrer en grève. C'est déjà tellement dur. Comment voulez-vous que les gens ensuite fassent vivre leurs droits? Non, ce sont ces méthodes brutales d'intimidation au personnel. Je les préviens tous autant qu'ils sont. Pour l'instant, les gens subissent, rentrent la tête dans les épaules.
mais qu'ils se disent bien que ça ne durera pas. Et d'ailleurs, le Front de gauche sera toujours aux avant-postes de ces luttes et pour donner du courage à l'action politique. Et j'espère que le député en question ne sera pas réélu à la prochaine élection, parce que vraiment, s'en prendre comme ça aux pauvres gens, ce n'est pas très courageux. Il y a eu beaucoup de nouvelles ces jours-ci qui concernent les syndicats ou les comités d'entreprise. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur le comité d'entreprise à la RATP. Il y a un rapport d'une commission parlementaire, mais qui est enfoui au fond d'un tiroir et qui n'a pas le droit d'être publié concernant le financement des syndicats. Vous trouvez qu'il y a une pression plus forte que d'habitude sur le monde syndical? Oui, c'est clair. Bon, je sais pas, le rapport, connu, pas connu, bon, maintenant les syndicats eux-mêmes disent ça suffit, publier, puis qu'on puisse se défendre. Vous souhaitez qu'il soit publié, le rapport? Bon, bah, au point où on en est, de toute façon, il a déjà été à moitié publié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais ce qu'il faut bien voir, c'est le sarkozysme a commencé par une agression sur les places fortes du mouvement ouvrier organisé dans notre pays. On s'est attaqué d'abord à l'université et à la SNCF pendant le mois de juillet et d'août de l'année de son élection. Donc il est très, comment dire, vous savez, Reagan-Thatcher, M. Sarkozy. Et ses amis n'ont jamais relâché la pression. Leur but est d'effondrer les syndicats, parce que les syndicats, il l'a bien vu, sont la principale ligne de défense, et des fois, je suis obligé de le reconnaître, la seule. S'il n'y avait pas dans ce pays la capacité d'organisation des syndicats, il n'y aurait pas eu les mouvements qu'il y a eu sur les retraites. Ils ont du mal à vivre, tout simplement parce qu'ils ont peu de cotisants et peu d'adhérents. Comment l'expliquez-vous? Eh bien, parce que je l'explique d'abord par l'immense difficulté qu'il y a à être syndiqué, et puis il y a la criminalisation de l'action syndicale qui, depuis le début du mandat de M. Sarkozy, a cru et embelli tout le temps. On pourchasse des gens, on leur fait perdre leur emploi, leur carrière est sacrifiée. Vous savez, M. Mazold, c'est très, très difficile d'être un syndicaliste aujourd'hui. Et vraiment, le pays doit leur rendre hommage, parce que ces gens se dévouent sans compter, mettent en jeu leur famille, leur bien-être, et ils n'ont aucune récompense de cela. Ils ne sont pas gorgés de pouvoir, abreuvés d'indemnités, comme le sont d'autres. Le rapport de la Cour des comptes montre que les comités d'entreprise, parfois, profitent. Que les membres des comités d'entreprise profitent des mannes. C'est à démontrer. Voyez-vous, je ne sais pas, je ne crois pas. Des fois, je sens qu'il y a une espèce de, vous savez, de relent un peu hautain. On dit comment le comité d'entreprise organise des voyages au lieu de faire du secours social. Mais les gens qui ont un comité d'entreprise ont aussi le droit d'avoir des vacances organisées par leur comité d'entreprise. Là, vous me parlez d'éventuels, peut-être abus commis par tel ou tel. Mais enfin, moi, je suis d'accord pour qu'on discute de tout. Je ne connais pas un seul syndicaliste qui s'y opposerait. Mais le même jour, je propose qu'on mette sur la table ce que sont les moyens et les revenus des membres des conseils d'administration lorsqu'ils sont patronaux. Parce que ceux-là, ils sont bien cachés, on ne va jamais les chercher. Vous avez vu comment M. Sarkozy s'en est pris à la fraude sociale, sans mentionner une seule fois la poignée de poitrons voyous, qui représente le 80% de la triche et des pertes de la sécurité sociale. Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures dans ce pays. L'ouvrier est indigne, son syndicaliste ne vaut rien, son syndicat, etc., etc. Non, bref, nous sommes dans un moment difficile, mais on va tenir. Cette semaine a été marquée par la condamnation de Jacques Chirac. C'est une grande première, un président de la République qui est condamné. Quelle conclusion en tirez-vous? La justice a mis du temps. Voilà la conclusion que j'en tire. Vous regrettez qu'il ait été condamné maintenant? C'est-à-dire que puisqu'il est condamné, c'est donc qu'il était coupable. S'il était coupable, c'est donc qu'on avait des éléments pour l'apprécier auparavant. Comment se fait-il qu'on ait attendu tant de temps? Et deuxièmement, comment se fait-il que les procureurs auparavant aient demandé la relaxe? On voit qu'il y a eu là, auparavant, des pressions dont on constate aujourd'hui l'ampleur, puisqu'il a fallu tant d'années pour reconnaître des faits et les sanctionner. Voilà. Je pense que c'est grave. C'est deux fois grave. C'est grave parce que c'est un chef de l'État et grave parce que ça a mis beaucoup de temps. Mais vous voyez, c'est le statut du chef de l'État. Alors justement, quelles sont vos propositions? Vous croyez qu'on peut comme ça poursuivre le président de la République impunément? Oui, bien sûr. Le président de la République est un justiciable comme les hommes. Nous sommes tous égaux et semblables. Et la loi s'applique à tout le monde. Voilà, ça c'est la République. Mais là, c'est plus tout à fait la République. C'est la monarchie quinquennale. Imaginons qu'un président soit poursuivi sur une plainte de quelqu'un. Immédiatement, son autorité est minée.
Sans doute pourrait-on prévoir des cas différents selon qu'il s'agit du fait qu'il n'ait pas payé une contravention, qu'il ait l'intention de divorcer ou qu'il soit accusé d'un crime de prévarication. Ces choses-là ne sont pas de Alors qui de même déciderait? nature. Nous avons une haute cour de justice qui est parfaitement capable de faire le tri des plaintes puisqu'elle le fait pour les ministres. Bon, c'est une des formes, mais surtout, M. Mazerolle, allons au fond, quoi. C'est ce qui ne va pas, ce qui ne tient pas debout, c'est cette monarchie quinquennale, c'est ce faste, cette absence complète de simplicité, ce sentiment d'impunité qu'a donné notamment Jacques Chirac pendant des années et des années par des ruses et des manœuvres pour empêcher que les jugements lieu, et toute une série d'hommes politiques qui ont payé à sa place. M. Roussin, M. Juppé, combien d'autres sont passés à la trappe, tout simplement parce qu'ils servaient de bouclier humain à Jacques Chirac. Bon, j'espère, moi, qu'on en finisse avec le système de la monarchie quinquennale, donc on passe à la 6e République, et qu'enfin, eh bien, il y a un droit commun, et puis ça s'applique à tout le monde. On peut faire le tri, M. Mazerolle, ce n'est pas le plus dur. N'importe qui ne pourrait pas, comme ça, attraper le chef de l'État. Pardon, un mot. J'ai une petite remarque à faire. Vous vous souvenez de l'affaire Casse-toi pauvre con? Oui. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, un de mes amis a été arrêté parce qu'il comptait, il ne l'avait pas fait, sortir la pancarte. Il a été poursuivi, il a été jugé, condamné 2 fois, et maintenant, voici l'affaire devant la Cour de justice européenne. Et M. Mazerolle, nous allons gagner ce procès pour la raison que cette Cour a déjà rendu un avis favorable à ce que les chefs de l'État français, les chefs d'État, ne soient pas traités différemment des autres personnes. Il existe un délit d'injure publique, ça existe déjà. Il n'y a pas besoin d'en créer un, crime de lèse-majesté pour le président. Donc, je voudrais dire à M. Sarkozy qu'une fois que nous en aurons fini, et que donc il sera clair que notre ami n'avait pas à être condamné, nous recommencerons, et d'ailleurs nous allons le faire pendant toute la campagne, à lui resservir sa propre phrase en rappelant que c'est lui qui l'a dit. L'accord avec l'Allemagne. Vous êtes pour la renégociation de ce qui a été arrêté à Bruxelles sur l'initiative franco-allemande? Bien sûr qu'il faut renégocier, tout ça est absurde. Mais comment on peut faire? Parce que l'Allemagne est ce qu'elle est, bon, aujourd'hui, avec ses qualités, ses défauts, bon, elle est contre, et y compris les socialistes allemands, contre une autre attitude de la BCE, et les contre socialistes les français. eurobonds. Non, nous avons, la difficulté est immense, M. Mazerolle, je ne veux pas essayer de faire croire ici que les choses seraient simplement réglées. Pourquoi elle est immense? D'une part, parce que la droite, toute la droite européenne, veut empêcher que l'on actionne l'extincteur dont nous disposons, qui est la Banque Centrale Européenne. Je sais que c'est un peu compliqué, mais on l'a tellement expliqué que maintenant tout le monde Nicolas comprend. Sarkozy a demandé, mais Angela Merkel lui a dit non. Monsieur Nicolas Sarkozy a mis 6 mois à comprendre ce qu'il fallait faire. Tant qu'il s'agissait de s'en prendre aux Grecs, il trouvait ça suave. La France a gagné de l'argent sur la dette grecque. J'espère que chacun est conscient de ce que vaut notre solidarité en Europe. Donc, la droite, elle, est pour que la Banque Centrale Européenne ne prête pas directement aux États. Elle préfère que les États empruntent aux banques, ce qui coûte très cher. C'est pas ce qui a été demandé par la France. Attendez, non mais M. Mazerolle, je connais ce dossier très bien comme député européen. À la dernière négociation, qui s'est déroulée en 3 rounds, M. Sarkozy, au premier et pas aux 2 autres, a proposé qu'on transforme le fonds de solidarité en une banque qui elle-même emprunterait à la BCE, etc. C'est-à-dire une usine à gaz qui fait rire la terre entière. Il faut avoir du courage. Nous sommes la France, la 2e puissance du continent, la première population. Par conséquent, nous sommes en état de dire, ça suffit que les États-nations, des millions de personnes, soient mis dans la main de quelques banquiers qui sont dans une logique de système et de spéculation et de 3 agences de notation dans la main des Nord-Américains et de leurs agences d'influence. Donc, quelle est notre difficulté? Premièrement, la droite est sur cette position. Deuxième difficulté, ce qui aggrave notre cas, c'est que les socialistes allemands et les socialistes français, les deux ont pris position pour l'indépendance de la Banque centrale allemande et pour le contrôle des budgets des nations. C'est plus ce que dit François Hollande aujourd'hui, qui demande l'intervention de la BCE. Monsieur Mazerolle, vous n'aurez pas lu la tribune de François Hollande dans le journal Le Monde. Car dans le journal Le Monde, il dit que, bien sûr, il soutient le contrôle des budgets des États et, bien sûr, il soutient l'indépendance de la BCE. Il propose des eurobonds, ce qui n'est pas tout à fait pareil, puisque les eurobonds, par définition, seront réservés aux quelques pays qui ont la note AAA. Nous pouvons entrer dans le détail technique de cette affaire comme vous voulez, mais Monsieur Mazerolle, si je prends l'inconvénient de vous dire que c'est une difficulté de plus pour nous que droite et gauche officiels soient d'accord sur ce point, c'est pour montrer la singularité du point de vue du front de gauche en France et en Europe. Parce qu'il y a d'autres Allemands, ceux de Die Linke, il y a d'autres Français, ceux du front de gauche, qui eux ne sont pas d'accord pour que les choses continuent comme ça. Mais qui sont minoritaires à l'heure actuelle. Eh ben, écoutez, mais Monsieur Mazerolle, c'est la grandeur de la démocratie de défendre ses idées et de s'en remettre au peuple souverain. Justement, on va voir avec vous dans un instant quel type de gauche vous voulez défendre après une pause.